J'ignore encore que je suis détenue à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris sous le coup d'une loi datant de 1872, disposant que c'est là qu'il faut amener un individu qui représente un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, en application de l'article L. 3213-2 du Code de la santé publique. Un danger imminent pour la sûreté des personnes? Pendant mes phases de crise, je suis déconcertante, inquiétante, grossière. Je suis en colère, j'ai peur, je suis tendue, je souffre. Mais je ne porte pas la main sur personne. On délire comme on est, et je ne suis pas violente. Cet extrait, ce sont les mots de Philippe Amotte, tirés de son livre publié il y a quelques semaines, et c'est moi qu'on enferme, qui me semblait bien à propos pour introduire le sujet d'aujourd'hui sur l'internement. Philippa nous invite à nous mettre à la place de ceux qu'on enferme, à ressentir, à comprendre, et peut-être à vouloir que ça change. C'était troublant, mais aussi profondément éclairant d'entendre enfin formuler ce qui si souvent reste tu, ce que beaucoup préfèrent ne pas voir, le poids de la contrainte, l'absence de lien, la défiance face à ceux qui portent la blouse blanche, la dépossession chimique du corps et de l'âme. Ce qu'on appelle soin devient une forme de violence lorsqu'ils se privent de la seule chose qui le rend humain, la rencontre. Une rencontre vraie, authentique. Peu importe le lieu où on se trouve enfermé, en France, en Belgique ou ailleurs. Peu importe le motif, ce que l'on ressent, que l'on souffre ou pas d'une maladie psychique, est profondément universel. Cela fait 29 mois aujourd'hui que mon mari, architecte, est enfermé en prison, sans antécédent judiciaire, sans diagnostic psychiatrique préexistant. Un jour, une crise brutale, suivie d'une fuite vers la mer du Nord pour prendre l'air. Et, pour avoir envoyé des SMS depuis le nord de la Belgique en Flandre, il est arrêté, expertisé, diagnostiqué, jugé et puis interné. Depuis 29 mois, il partage une cellule de 9 mètres carrés avec plusieurs détenus, sans parler néerlandais, sans accès aux soins prescrits indispensables à son rétablissement, sans aucune perspective d'avenir. Dehors, 2 enfants mineurs, une femme, 2 familles, des amis, des collègues, tous dévastés. Un prêt pour une maison qui risque d'être saisie alors qu'une assurance emprunteur pourrait prendre le relais, une société qui accumule des dettes, son dirigeant étant injoignable. Cela n'arrive pas qu'aux autres, c'est notre réalité. Bienvenue dans ce 11e épisode d'Éclat d'esprit, un épisode entièrement dédié à un sujet crucial pour l'avenir de ma famille, l'internement et ses perspectives d'évolution pour enfin sortir de l'impasse. En Belgique, au 15 mai 2025, c'est 1041 personnes qui sont internées en prison pour une durée indéterminée, alors qu'ils ne bénéficient pas des soins médicaux et thérapeutiques indispensables à leur état de santé. Parmi elles, comme vous l'avez compris, mon mari. Pas besoin de vous expliquer à quel point l'enfermement qui dégrade déjà la santé mentale de n'importe quel détenu, qui plus est dans la situation actuelle de surpopulation sans précédent, est catastrophique d'un point de vue humain et sanitaire. Depuis février 2023, nous attendons donc que la prescription de l'expert soit mise en œuvre par un transfèrement vers un hôpital psychiatrique francophone, mon mari n'étant ni bilingue ni un criminel. Chaque jour, des policiers, des avocats, des magistrats, des psychiatres, des experts, des criminologues, des soignants, des directeurs d'hôpitaux et de prisons, des éducateurs, des assistants sociaux, le personnel pénitentiaire, les académiques, les journalistes, les membres des commissions et des associations. Tous croisent la route des personnes internées en prison. Tous constatent l'impasse. Un système inhumain, dégradant, épuisant. Les constats sont unanimes. La prison ne sera jamais un lieu de soins. Ce système abîme tout le monde. Les personnes internées, leurs familles, les professionnels. La réforme de 2014, en vigueur depuis 2016, n'a pas tenu ses promesses. Aucune réduction du nombre d'internements, pas d'accès réel aux soins. Et malgré les condamnations récurrentes de la Cour européenne des droits de l'homme envers l'État belge, depuis 1998, rien ne change vraiment. Ce 25 juin 2025, la ministre de la Justice, Annelies Verlinden, a appelé ses collègues, les ministres de la Santé publique et la ministre compétente pour la régie des bâtiments, ainsi que les entités fédérées et tous les acteurs concernés, afin, je cite, d'élaborer un plan d'action commun. Nous devons tout mettre en œuvre pour disposer de suffisamment de places dans des institutions spécialisées et des centres de psychiatrie légale afin de proposer aux internés un accompagnement
et des soins adaptés à leurs besoins. Mais construire plus de places en milieu fermé n'est pas une solution. Il est prouvé que chaque place construite, c'est une place qu'on remplit et on enferme donc de plus en plus, sans prendre en compte les besoins de soins et de réinsertion sans lesquels l'enfermement n'a absolument aucun sens. De nombreux académiques, tout autant d'associations, s'insurgent et formulent une multitude de recommandations indispensables. L'épisode d'aujourd'hui n'est pas destiné à les rappeler, mais à faire un pas de côté pour embraser un point de vue trop rarement abordé, celui des proches. Pourtant, derrière chaque personne internée, des dizaines d'autres sont prises au piège pour une durée également indéterminée. Alors que la situation de départ est extrêmement simple, une situation médicale qui nécessite une prise en charge urgente, complète, continue, tout simplement humaine. Pour préparer cet épisode, j'ai contacté plus de 60 professionnels de tout horizon, expérimentés sur cette problématique de l'internement, pour croiser les regards et ancrer le propos dans le réel. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à cet épisode. Merci pour nos échanges, vos actions et pour l'espoir que vous continuez à faire vivre. Ma gratitude entière à ceux qui ont accepté de prendre la parole ici. La question n'est plus que faire, mais bien qui portera enfin le changement. Prononcer une décision d'internement, c'est engager une vie et par voie de conséquence, en affecter bien d'autres sur du très long terme. Pourtant, en Belgique, le nombre d'internements ne cesse d'augmenter. De 529 personnes internées en milieu carcéral en 2018, nous avons dépassé la barre des 1000 personnes internées aujourd'hui. L'internement ne devrait jamais être une porte d'entrée vers des premiers soins médicaux, ni un refuge administratif pour tenter de combler les manquements précédents. Le temps de la justice n'est pas compatible avec l'urgence de prendre en charge une première crise psychique afin de maximiser les chances de rétablissement et d'éviter la chronicité de la maladie. Dans notre cas, cette mesure d'internement met en péril l'encourageant pronostic de rétablissement de mon mari, faute d'accès à des soins adaptés depuis 29 mois déjà. Isolé à des centaines de kilomètres de ses proches, enfermé dans une langue qu'il ne comprend pas, son état se détériore pour une durée indéterminée. La mise en application actuelle de l'internement est une voie sans issue, une impasse dans laquelle ma famille et tant d'autres restent coincés. Cet épisode est divisé en deux parties. Cette première partie est un appel à agir en amont afin d'éviter un internement qui, dans notre cas, nuit au potentiel rétablissement de mon mari, empêche toute possibilité de réinsertion sociale et nuit gravement à notre sécurité à court, moyen et long terme. Cette première partie présente 9 propositions concrètes issues de mon expérience et de tous les échanges que j'ai pu avoir avec les acteurs de terrain pour mieux évaluer les situations où une infraction serait commise par une personne en souffrance psychique. L'internement ne doit plus être une réponse automatique potentiellement inadaptée, mais une mesure ultime dûment justifiée. Dans les moments où tout vacille, les policiers sont souvent les premiers à intervenir. Sur la voie publique, à domicile, à l'hôpital. La police intervient très régulièrement dans des situations liées à un trouble psychique, parfois sans le savoir et souvent sans outils pour s'en rendre compte, sans protocole pour agir au mieux. Résultat, les interpellations peuvent être brutales, violentes et même traumatisantes pour chaque personne impliquée. Ce n'est pas une question d'intention, c'est une question de formation. Car actuellement, les forces de l'ordre ne sont pas formées à reconnaître les signes d'un trouble ou d'une crise psychique. Ils ne sont pas préparés à désamorcer l'escalade, à adopter les bons réflexes. Ils ne sont pas non plus outillés pour coopérer avec la personne concernée, sa famille, les soignants. Nous soutenons donc ici une proposition pour former à l'échelle européenne, dans le cadre d'une formation initiale et continue, tous les professionnels susceptibles d'intervenir, policiers, pompiers et autres. Former ces professionnels, c'est participer à la déstigmatisation, réduire le sentiment de peur face à un comportement qui sort de l'ordinaire, éviter de renforcer un délire, prévenir des drames, désengorger le système judiciaire. C'est aussi rétablir un lien de confiance avec les familles et favoriser l'accès rapide et dans de bonnes conditions aux soins. C'est surtout garantir une prise en charge humaine, sécurisante et respectueuse des besoins et des droits d'une personne qui peut aussi, momentanément,
être victime de sa maladie. Cette proposition n'est pas que théorique. En France, une initiative du GHU de Paris a vu le jour en 2024, portée par les docteurs Orbarakawi, Duquesne et Gorevitch. Et pour en parler, c'est Marine elle-même qui a accepté de nous partager leur expérience. La police, en tant que service de premier secours, est très régulièrement amenée à intervenir auprès de personnes qui ont un trouble psychiatrique, notamment lorsque ces personnes sont en décompensation de leurs troubles et qu'elles peuvent présenter des troubles du comportement, par exemple sur la voie publique. Jusqu'à un tiers des personnes qui sont en garde à vue présenteraient des symptômes psychiatriques au moment de la garde à vue. Et un autre chiffre qui est intéressant, c'est que la police serait la porte d'entrée de 20% des hospitalisations sous contrainte. Donc la police a un rôle majeur et important dans l'accès aux soins des personnes qui ont un trouble psychiatrique. On avait mené une première étude il y a quelques années avec le docteur Duquesne et le docteur Gourevitch auprès de 191 policiers à Paris qu'on a interrogés sur leur perception de la psychiatrie. Et ce qu'on retrouvait dans notre étude, c'était que 80% des policiers se disent insuffisamment formés à la psychiatrie et 85% d'entre eux n'ont jamais reçu une seule formation durant tout leur parcours professionnel. Alors que parmi les policiers qu'on a interrogés, la très grande majorité d'entre eux se disent exposés très régulièrement à la psychiatrie, c'est-à-dire qu'ils interviennent plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois auprès de personnes qui ont un trouble psychiatrique. Dans notre étude, les policiers qu'on a interrogés, ils rapportaient des sentiments plutôt positifs à l'égard des personnes qui ont un trouble psychiatrique, donc ils rapportaient de la bienveillance et de l'empathie, mais ils rapportaient aussi beaucoup d'incompréhension et de peur lorsqu'ils étaient amenés à intervenir. Et ces sentiments-là pouvaient mener à des situations plus à risque de violence. Dans une autre étude, on a interrogé aussi des soignants qui travaillent aux urgences générales et aux urgences psychiatriques sur leurs interactions avec la police. Et ce que les soignants rapportaient, c'était majoritairement des difficultés de compréhension entre les policiers, les soignants et les patients qui avaient un trouble psychiatrique, et que ces situations d'incompréhension menaient à des situations d'agitation aux urgences, à des situations de violence qui, selon eux, pouvaient être évitables. Dans ce contexte, on a mis en place une formation pour sensibiliser les policiers à la psychiatrie, dans le but vraiment d'améliorer le repérage des troubles psychiatriques et puis la prise en charge des personnes qui ont un trouble psychiatrique. Notre formation, ou plutôt notre sensibilisation, elle dure 3 heures. Et au cours de ces 3 heures, on aborde différentes thématiques. Déjà, l'épidémiologie des troubles psychiatriques. On explique que c'est des troubles qui sont fréquents et qui surviennent à tout âge, et dans le but de pouvoir déstigmatiser la maladie mentale. On aborde les grandes idées reçues sur la psychiatrie, et on essaye de déconstruire les idées préconçues. On aborde les différents symptômes psychiatriques que les policiers sont le plus souvent amenés à rencontrer lors de leurs interventions, comme par exemple les hallucinations, les idées délirantes, les idées suicidaires, les consommations de substances. On parle de désescalade comportementale et verbale pour pouvoir apaiser des situations et éviter des confrontations et des situations de violence. L'objectif de notre sensibilisation, c'est pas de faire des policiers des experts psychiatres, pas du tout, mais plutôt de leur donner des clés de compréhension et d'être en mesure de reconnaître les symptômes psychiatriques quand ils interviennent auprès de patients, et de leur donner donc ces clés de compréhension pour pouvoir interagir avec les patients et pouvoir éviter des situations de violence, et pour pouvoir aussi favoriser l'accès aux soins des personnes qui ont un trouble psychiatrique. Notre sensibilisation, elle vise également à déstigmatiser la maladie mentale. Pour le moment, les séances de sensibilisation, elles sont dispensées à Paris et en Petite Couronne, donc à Nanterre, Bobigny, Créteil et Paris, dans chacun des centres de formation de la police. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on a commencé notre sensibilisation, et on a formé un peu plus de 300 policiers à ce jour. On a voulu évaluer notre formation, et donc on a mené une étude sur les 200 premiers policiers qui avaient été formés, et on a comparé ces policiers-là à des policiers qui n'avaient pas reçu notre formation. Les policiers qui avaient reçu notre formation rapportaient à 1 mois plus tard une amélioration de leurs connaissances, une déstigmatisation de la psychiatrie, et puis surtout une diminution de l'usage de la force lors des interventions qui impliquent des patients qui ont un trouble psychiatrique. On a eu un retour très positif des policiers après notre formation, et ils étaient majoritairement en demande de pouvoir augmenter le temps de formation, donc de passer de 3 heures à 6 heures, pour pouvoir intégrer des jeux de rôle et un peu plus de cas concrets. Ce qu'on fait déjà à la fin de notre formation, mais dans l'idée d'en faire plus. Dans les autres projets de la formation, on aimerait bien pouvoir l'étendre à un niveau national, et puis on aimerait bien pouvoir les dispenser à d'autres professionnels de santé qui sont impliqués dans l'accès aux soins des personnes qui ont un trouble psychiatrique, comme par exemple les pompiers qui ont déjà eu une formation, la police municipale, la gendarmerie, les surveillants pénitentiaires, et puis on aimerait bien pouvoir aussi implémenter notre formation dans les écoles de police pour pouvoir sensibiliser les professionnels au plus tôt. Voilà donc un modèle inspirant, une preuve concrète que changer les pratiques est possible, et en cours d'ailleurs.
J'aurai le plaisir de revenir en détail sur cette initiative essentielle à mes yeux, avec ses initiateurs dans l'épisode 17 d'Éclat d'esprit, qui sera diffusé le 8 octobre prochain. Dans notre cas personnel, j'ai été en contact à plusieurs reprises avec la police, que ce soit en France et en Belgique. Et à chaque fois, j'ai ressenti une même difficulté majeure à faire entendre ma réalité. La disparition de mon mari, ma suspicion de troubles psychiques, ma demande d'aide pour accéder à un diagnostic et à des soins. Tout cela semblait inaudible. Les réponses que j'ai reçues ont souvent été déroutantes, parfois même violentes. Du côté de mon mari, le même drame. Je vous partage juste un exemple ici. Lorsqu'il a été localisé en Flandre, un juge d'instruction a été saisi. Il a reçu plusieurs convocations pour être entendu par la police locale, avec des formulations glaçantes, du type « Vous êtes convoqué pour des faits punissables d'une peine de privation de liberté ». Dans ces documents officiels, j'ai été présentée comme son ex-femme, qui remettait en question son état de santé psychologique. Inutile, je pense, d'énumérer les conséquences dévastatrices lorsqu'on fait face à un délire de persécution et que son dernier pilier est rétrogradé en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire au rang d'ex-femme. Ce genre de malentendu, dans un moment aussi critique, peut briser bien plus que la confiance. Il peut précipiter la chute. Vous comprenez dès lors pourquoi je milite pour une meilleure formation des policiers aux troubles psychiques, pour une réflexion poussée sur les courriers adressés aux personnes suspectées de souffrir d'un trouble. Parce que c'est dans ces instants fragiles que la manière dont on vous tend la main peut tout changer. La Belgique compte 3 langues officielles, le français, le néerlandais et l'allemand. Mais en justice, on ne parle pas la langue qu'on veut. La langue de la procédure est fixée par la localisation du tribunal. En aucun cas par la langue du justiciable. Le tribunal pénal est quant à lui déterminé principalement par le lieu de l'infraction. Dans notre cas, mon mari a envoyé ses SMS depuis la mer du Nord, où sa maman l'a emmené se ressourcer. Le tribunal compétent était donc celui de Flandre, dont la seule langue officielle est le néerlandais, que ni lui ni moi ne parlons. Alors, que se passe-t-il si une personne ne comprend pas la langue du tribunal ? En matière pénale, et donc pour une procédure d'internement, changer la langue du procès, oui, c'est possible. Il y a un recours prévu dans la loi du 15 juin 1935. Encore faut-il savoir et agir à temps, c'est-à-dire dès le début de la procédure. Mon mari, à l'époque, aurait pu demander un envoi vers un tribunal francophone. Il suffisait de démontrer que le néerlandais l'empêchait de se défendre, ce qui semble évident. La Cour de cassation aurait dès lors pu décider de transférer son dossier vers un tribunal francophone. Sur le papier, c'est une formalité, mais dans la réalité, c'est autre chose. Encore fallait-il être informé, ne pas être désorienté par la maladie, comprendre les implications sur du très long terme de ne pas faire valoir ce droit. Encore aurait-il fallu avoir un avocat qui informe, qui se soucie de son client et qui agit réellement dans son intérêt. Même si cela signifiait en parallèle pour l'avocat de perdre ce client, transféré dans un autre tribunal pour engager la procédure. Mon mari n'a rien demandé, son avocat n'a pas correctement défendu ses intérêts, et la machine a continué à avancer. Nous avons subi les audiences dans une langue que nous ne comprenons pas. Nous avons découvert le diagnostic médical dans une langue qu'on ne comprend pas. Dans notre cas, un interprète est très présent à l'audience qui a acté la première décision d'internement. Ça aussi, c'est la loi. C'est là que j'ai pris conscience des limites de système avec un interprète qui a pu me traduire des bribes de discussion. Rien de plus. Quant au jugement, y compris l'expertise et les convocations, tout était uniquement rédigé en néerlandais. Alors que cette loi de 1935 prévoit la traduction gratuite des documents essentiels, tels que le jugement par exemple. Dans le dossier judiciaire de mon mari, tout est exclusivement en néerlandais. Faire face à une maladie psychique, c'est déjà une épreuve en soi. Mais devoir traverser ce parcours, subir une décision d'internement dans une langue qu'on ne comprend pas, c'est une atteinte grave aux droits fondamentaux, une injustice flagrante et inacceptable à corriger de toute urgence. Une seconde possibilité de transfert se présente lors de la première audience devant la Chambre de protection sociale, qui a un rôle essentiel car cette chambre est en charge de la mise en œuvre de la décision d'internement et donc de définir le lieu de placement qui donne normalement accès à des soins médicaux prescrits dans notre cas depuis février 2023 par les experts dans un hôpital francophone, mon mari n'étant pas un criminel. À cette première réunion,
avec la chambre de protection sociale, mon mari avait déjà subi 22 mois de privation de liberté dans des prisons en Flandre. Mais là encore, aucune demande de changement de langue n'a été faite. Son avocat n'a pas accompli cette démarche pourtant essentielle, puisque la seule option pour une chambre de protection sociale est un transfert vers un lieu de placement de son secteur, soit en Flandre pour mon mari, s'il est reçu par une chambre de protection sociale en Flandre, là où les soins médicaux n'ont aucun sens, là où aucune perspective de réinsertion n'est envisageable. C'est dramatique. Notre histoire met en lumière les limites de cette loi qui, en théorie, protège les droits linguistiques, mais qui, dans les faits, devient inaccessible lorsqu'on fait face à une maladie psychique et à une valse incessante d'avocats. Ma seconde proposition consiste donc à mettre en place une règle simple qui s'impose dès les premières heures de la procédure lorsque la justice est visiblement face à un cas de maladie psychique et donc d'une potentielle procédure d'internement. Dans ce cas, l'affaire devrait automatiquement, sans démarche du justiciable ou de son avocat, être transférée vers une juridiction compétente qui agit dans la langue maternelle de la personne suspectée. Les avantages ne sont pas à démontrer. De la communication avec les forces de l'ordre, en passant par l'expertise médico-légale et le rapport, afin qu'il soit réalisé dans la langue de la personne suspectée d'être en souffrance psychique. Et si la procédure se poursuit, jusqu'au prononcé de l'internement, la mise en œuvre de cet internement serait ainsi gérée automatiquement par la chambre de protection sociale qui pourrait prononcer les modalités de placement vers des structures qui prendront en charge la personne dans sa langue. Dans notre cas, mon mari a été convoqué, interrogé, expertisé, enfermé et jugé dans une langue qu'il ne maîtrise pas. Ses avocats n'ont saisi aucune des opportunités de la loi pour faire respecter ses droits. Cette situation, qui perdure, continue à rendre les échanges avec les différents services pénitentiaires complexes. L'accès aux soins adaptés en français reste aujourd'hui impossible. De plus, à l'avenir, sa réinsertion est inimaginable en Flandre, dans un environnement avec lequel il n'a aucun lien personnel ou professionnel et dont il ne maîtrise pas la langue. En parallèle de cette procédure pénale, d'autres tribunaux ont été saisis de notre situation. Étant donné que mon mari est en prison en Flandre, c'est les tribunaux néerlandophones qui restent compétents en matière civile et familiale. Dans ce cas, bénéficier d'un interprète n'est plus un droit, mais une option qu'il faut pouvoir financer. Bref, une situation impossible à gérer, une autre conséquence du fait de ne pas avoir fait respecter les droits de mon mari au départ de la procédure. Un avocat mal informé sur les maladies psychiques et non familiarisé à la procédure d'internement peut, malgré sa bonne volonté, nuire gravement à la défense de son client avec des conséquences potentiellement graves et irréversibles. Aujourd'hui, aucune formation spécifique n'est obligatoire pour les avocats amenés à défendre une personne présentant des troubles psychiques. Pourtant, ces affaires exigent une compréhension fine de la souffrance psychique, de ses impacts sur le comportement, la communication et les droits fondamentaux. Ma troisième proposition est une mesure simple et concrète. Instaurer une formation obligatoire et continue pour tout avocat qui prend en charge un client qui vit avec un trouble psychique, peu importe la procédure et la compétence du tribunal saisi. Cette formation devra permettre une connaissance détaillée de la procédure d'internement, de ses tenants et aboutissants, de la réalité du terrain avec une visite des lieux de privation de liberté et de placement. L'avocat devra aussi maîtriser les attendus de l'expertise médico-légale afin, le cas échéant, d'être capable d'émettre un avis contradictoire qui relève du droit de son client. Il est également de bon augure que l'avocat acquiert un minimum de connaissances des maladies psychiques les plus fréquentes et de développer des compétences de communication et de gestion des difficultés induites par les symptômes types des maladies. Il est aussi primordial que l'avocat apprenne à communiquer auprès des différents acteurs indispensables au rétablissement de son client. Les experts, les soignants bien évidemment, et les proches, qui potentiellement, en plus de la maladie, auront à gérer toutes les responsabilités laissées en suspens. Il peut s'agir du logement, des factures récurrentes, des responsabilités professionnelles, sociales ou parentales. Cette formation dédiée, commune à tous les avocats, pourrait être délivrée par des centres interuniversitaires
avec le soutien d'avocats qui se sont spécialisés dans ce domaine et qui ont aujourd'hui une expertise inestimable sur ces sujets, des experts en psychiatrie, en éthique et des experts de vécu. Cette formation serait indispensable pour figurer sur une liste d'avocats agréés pour ce type de dossier, comme cela se fait déjà pour le droit de la jeunesse depuis 2007. Le rôle d'un avocat formé, c'est aussi être un levier d'espoir et de pouvoir d'agir pour une personne extrêmement vulnérable tant que son état n'est pas stabilisé. Un avocat formé peut contribuer à rétablir le lien indispensable entre les soins et la justice et redonner ainsi à la personne internée le pouvoir de se projeter, de se rétablir là où aujourd'hui tout est figé. Dans notre cas, mon mari a été représenté par des dizaines d'avocats successifs qui ont fait plus de tort que de bien, avec des appels jusqu'en cassation qui ont prolongé l'enfermement sans soin de manière irraisonnable. D'autres qui ont empêché la protection de mon mari et de ses biens malgré les dettes qu'il accumule. D'autres encore qui ont engagé une procédure de divorce qui n'a absolument aucun sens et qui complexifie encore notre réalité. Alors même que des audiences se déroulent sans interprète, sans mon mari et parfois même sans aucun avocat pour le représenter, comme c'était encore le cas le 3 juin dernier. Par contre, aucun avocat n'a sollicité des procédures indispensables, comme le transfert de mon mari vers la Wallonie pour des raisons évidentes de barrière de la langue et la nécessité absolue qu'il lui soit prodigué des soins en français. Faire reconnaître sa détention illégale, saisir la Cour européenne des droits de l'homme. De toutes ces procédures importantes, rien n'a été fait. Or, face à une justice complexe et à une personne vulnérable, la qualité de l'accompagnement juridique est une condition vitale d'équité qui seule peut permettre l'accès aux soins, qui conditionne elle-même le rétablissement et la réinsertion sociale réussie. L'internement est une mesure coercitive, stigmatisante et traumatisante, qui en plus est prononcée pour une durée indéterminée. Cette mesure conditionne la prise en charge médicale future et rend bien plus complexe toute acceptation d'un diagnostic et toute alliance thérapeutique indispensable au rétablissement. Cela crée un précédent juridique et psychiatrique lourd de conséquences pour la personne concernée comme pour sa famille. C'est ainsi que dans le cas d'une première crise psychique sans diagnostic préexistant et sans casier judiciaire, l'internement ne devrait être en aucun cas la première porte d'entrée dans les soins, ce qui est une aberration médicale, éthique et sociale. Ma quatrième proposition consiste donc à exclure l'internement dans les deux cas de figure suivants. Tout d'abord, s'il s'agit d'une première crise psychique et que la personne n'a aucun antécédent psychiatrique documenté. Cette vérification nécessite d'organiser la traçabilité des antécédents psychiatriques grâce à un dossier médical partagé et sécurisé, accessible dans le cas d'une infraction par la justice. Sur ce sujet, j'ai échangé avec le professeur Pierre Oswald, directeur du service de psychiatrie de l'hôpital universitaire de Bruxelles, qui souligne depuis plus de 20 ans la mauvaise documentation des antécédents psychiatriques, due au secret professionnel, qui, selon le Dr Oswald, protège parfois davantage le soignant que le patient, dû aussi à des notes manuscrites et à des dispositifs de partage insuffisants. Le Dr Oswald m'informe que le juge d'instruction peut déjà saisir le dossier médical dans le cadre d'une enquête. Même si cela reste rare, il n'est donc pas nécessaire de créer un fichier spécifique. L'objectif est d'améliorer la communication fluide des informations via un dossier médical partagé, intégrant ces données sensibles. Selon le professeur Oswald, l'amélioration doit porter sur un dossier médical partagé, numérisé et sécurisé, permettant une traçabilité efficace des antécédents psychiatriques entre soignants et, si nécessaire, avec les autorités judiciaires, dans des cas précis, sous contrôle strict, respectant bien évidemment la confidentialité. Ce système garantirait une communication rapide tout en protégeant la dignité des patients. Le second point qui devrait exclure une procédure d'internement, c'est si la personne n'a pas de casier judiciaire ni d'antécédents de violence avérés. Dans ce cas, la personne doit être dirigée vers une hospitalisation sous contrainte en milieu hospitalier fermé, dans un service de psychiatrie adapté, sur le modèle de la mise en observation, qui est une voie d'accès direct à un hôpital psychiatrique pour un diagnostic initial et un plan de soins. Le professeur Oswald m'informe que des projets comme Zéphyr à Tournai proposent des soins de crise pour les personnes internées, ce qui illustre qu'il est possible d'orienter tous les publics vers des soins adaptés. L'objectif de ces unités serait de mettre en place une observation clinique et psychiatrique prolongée, avec un bilan somatique, neurologique et toxicologique complet,
et la mise en place rapide d'un accompagnement médico-psychosocial en lien avec l'entourage si possible. J'ai questionné le professeur Oswald sur la durée nécessaire à une telle hospitalisation. Il m'a partagé le fait qu'il plaide depuis longtemps pour remplacer la notion de dangerosité, souvent subjective, par une évaluation du risque plus quantitative et dynamique, notamment via l'utilisation de l'échelle HCR20. Cette approche permet une analyse pronostique et individualisée, tenant compte des prodromes, des comportements et du contexte familial, ce qui influence directement la durée nécessaire d'hospitalisation. Actuellement, la durée d'une première hospitalisation sous contrainte dans le cadre d'une mise en observation est très variable. La loi belge prévoit une durée maximale de 40 jours pour la mise en observation, mais cette période est souvent insuffisante pour le Dr Oswald. Insuffisante en temps pour à la fois poser des hypothèses diagnostiques basées sur le récit de la personne et de ses proches, pour rétablir une alliance thérapeutique qui dépend évidemment de l'état psychique de la personne concernée, pour évaluer le risque avec des outils comme l'échelle HCR20 qui nécessite quelques jours à une semaine, et insuffisante aussi pour initier un traitement médicamenteux ou thérapeutique et observer un début de stabilisation qui va prendre 2 à 4 semaines. La durée idéale varierait donc entre 2 à 8 semaines selon les besoins individuels et le niveau de risque évalué. Les 40 jours légaux peuvent être trop courts pour faire le tour de la question, d'où l'importance d'une approche flexible, guidée par une évaluation rigoureuse du risque, plutôt que par la dangerosité. Si au cours de cette hospitalisation sous contrainte dans le cadre d'un délit mineur, tout se passe bien, la personne concernée aura la possibilité d'être aiguillée vers une hospitalisation libre sur le modèle de ce que prévoit désormais la loi de mise en observation qui a été mise à jour en 2024. Au contraire, si cette hospitalisation se passe mal, la personne concernée risquera d'être redirigée vers la procédure d'internement. Dans notre cas, mon mari a été arrêté et enfermé en prison dans le cadre de sa première crise psychique, alors qu'il n'avait aucun antécédent ni psychiatrique ni judiciaire. 29 mois, jour pour jour, aujourd'hui, après son arrestation, il demeure en prison sans accès aux soins prescrits par les experts depuis février 2023. Son pronostic encourageant de rétablissement est mis en péril. Son avenir médical aussi, sachant que les données montrent que les premiers épisodes psychotiques présentent un risque élevé de rechute quand il n'y a pas de prise en charge rapide. Nous sommes précisément dans ce cas de figure. L'internement concerne les infractions qui ont porté atteinte ou menacent l'intégrité physique et ou psychique de tiers. Sous l'angle de cette menace, on peut faire entrer un grand nombre d'infractions, même mineures. L'imprécision de la loi permet que de nombreuses personnes se retrouvent sous le coup d'une mesure d'internement, alors même qu'elles ne répondent pas nécessairement aux critères tels qu'ils avaient été prévus lors de la réforme de 2014. On agit ainsi à contre-courant des intentions du législateur qui visait précisément à resserrer les taux de l'internement pour limiter son utilisation. Aujourd'hui, avec le recul, on observe un élargissement inquiétant de son application. Par exemple, des faits comme l'envoi de mails ou de SMS jugés menaçants ou harcelants, sans aucune atteinte à l'intégrité physique, peuvent suffire à déclencher une procédure d'internement. Ainsi, l'internement devient moins une réponse adaptée à un besoin de soins qu'une mesure de gestion du risque, influencée par des représentations sociales erronées et par la peur. En réalité, les conditions d'internement font l'objet d'interprétations très variables selon les juridictions. Un article publié le 26 octobre 2023 dans la revue Panopticon, intitulé Internaring Recht op Zorg, internement en droit aux soins, rédigé par 4 coordinateurs de trajectoire de soins pour personnes internées en Belgique. Dans ce rapport, les auteurs observent, au niveau national, depuis 2018, une augmentation substantielle du nombre de décisions d'internement, avec une augmentation de plus 59% des décisions d'internement entre 2017 et 2020. Cette augmentation a été continue jusqu'en 2025. De 529 personnes internées en prison en 2018, on a atteint les 1041 en mai 2025. Cela signifie qu'environ un quart du nombre total de personnes placées sous le statut d'interné, estimé à 4500 personnes, reste actuellement coincées dans un environnement carcéral. Les auteurs de ce rapport constatent une grande disparité entre les régions. En effet, le nombre de décisions d'internement prononcées par la juridiction de Gand est considérablement plus élevé qu'ailleurs, sans qu'il y ait une justification démographique claire. Si nous prenons l'exemple de Gand et d'Anvers, nous constatons que pour un nombre relativement similaire d'habitants,
Dans ces 2 arrondissements, le nombre de décisions d'internement est quasiment 2 fois supérieur à Gand entre 2016 et 2020. Il est probable que cette tendance soit toujours d'actualité. Dans notre cas personnel, ce constat est choquant et applique pour moi une question essentielle. Et si mon mari avait subi sa crise psychique dans une autre juridiction que celle de Gand, aurait-il été interné pour des SMS et privé d'un accompagnement médical adapté pendant déjà plus de 2 ans? Je crains que non, puisque le dossier constitué à Liège, quand mon mari était porté disparu, a été transféré en Flandre dans le cadre civil d'une mise en observation, et non dans le cadre pénal d'un internement. Je découvre également dans ce rapport que le taux de libération définitive est par ailleurs bien plus faible en Flandre, avec environ 20%, contre plutôt 40% en Wallonie. Les personnes internées sans droit de séjour ou ne parlant pas la langue sont pénalisées dans l'accès aux soins. Ces informations suscitent évidemment de nouvelles questions sur notre situation personnelle. En plus d'avoir été pénalisé tout au long de la procédure par la barrière de la langue, que mon mari continue à subir au quotidien, est-il en plus condamné à rester plus longtemps dans ce système, simplement parce qu'un malheureux concours de circonstances l'a conduit à être arrêté en Flandre, où son accès aux soins est quasiment impossible. De mon point de vue, cette situation est tout simplement inacceptable. Gardons en tête qu'un environnement carcéral est totalement inadapté à une maladie psychique. Il prive en plus une personne malade de l'essentiel. Dans notre cas, nos enfants, le grand air, la nature, la musique, le sport, les balades avec notre chien, les échanges profonds avec ses proches, toutes les routines qui permettent l'équilibre. Sa réalité depuis 29 mois se résume à 23 heures sur 24 en cellule. C'est le tableau que m'a dépeint un membre du service psychosocial de la prison de Bruges, quand à l'époque, j'appelais régulièrement en espérant, naïvement, qu'une main lui soit tendue. L'internement, qui concerne actuellement environ 4500 personnes, prive à l'instant T de liberté et de soins médicaux adaptés pour une durée indéterminée, au moins un quart d'entre elles. Parmi ces 4500 personnes, je me demande combien sont passées par la case de l'abandon en prison et combien de temps ça a duré. Je me questionne aussi sur le nombre de personnes qui ont réussi à sortir de ce système. Combien de temps ça leur a pris et dans quel état elles sont. Ont-elles réussi à garder des liens familiaux, ce qui relève d'un véritable parcours du combattant? Ont-elles retrouvé une vie sociale, une vie professionnelle? Personne n'a été en mesure de me rassurer sur ces sujets. Bref, il est donc essentiel de poser des balises claires autour de l'usage de cet internement. Car mettre un pied dans cet engrenage, c'est potentiellement tout perdre, y compris sa santé. L'internement doit être une mesure exceptionnelle. Le cadre légal doit en être le garant, afin d'empêcher les abus graves et malheureusement durables. Ma 5e proposition vise à clarifier les infractions pouvant justifier une décision d'internement, supprimer les termes flous qui prêtent à interprétation et exclure explicitement les infractions mineures. Les infractions susceptibles de justifier un internement doivent être objectivées par des critères précis et non laissées à une appréciation subjective. Le recours à l'internement devrait aussi être exclu sans comportement violent ou menaçant, objectivé par l'échelle de dangerosité mise en avant précédemment par le professeur Oswald. L'internement devrait aussi être subordonné à l'absence d'alternatives de soins adaptées, dûment motivées par le juge. Dans notre cas, mon mari a été interné pour des SMS envoyés à ses proches. Ces messages désorganisés et peu clairs traduisaient sa grande souffrance. Ils ne contenaient aucune menace directe et ne traduisaient aucune intention de nuire. Nous avons utilisé ces SMS pour justifier notre demande de mise en observation et de soins adaptés. Nous n'avons jamais envisagé que la prison puisse être une réponse à notre demande d'aide. Notre dossier aurait été traité à Liège, où nous avons débuté les démarches lors de sa disparition. Mon mari aurait probablement été dirigé vers une mise en observation avec un accès immédiat à des soins adaptés dans un hôpital. Si je me fie à son rapport d'expertise, il lui aurait fallu quelques semaines, avec le bon traitement bien dosé, pour sortir de son délire et reconnecter avec nous, ses proches. La situation que nous subissons depuis 29 mois et toutes les conséquences sur nos enfants, notre maison, notre avenir professionnel et financier en est d'autant plus révoltant. Notre réalité devrait enjoindre toutes les parties concernées à remettre en question ce qui doit l'être pour éviter que d'autres familles ne vivent le même drame. Aujourd'hui, les expertises psychiatriques judiciaires sont réalisées sans avoir écarté des causes biologiques, toxiques ou neurologiques pouvant expliquer ou aggraver les troubles psychiques observés. Or, une intoxication, une tumeur cérébrale, de l'eau dans le cerveau, un dérèglement thyroïdien,
une prise d'un nouveau médicament ou encore un sevrage peuvent mimer des troubles psychiatriques sans en être. Je propose donc comme 6e axe d'amélioration que toute expertise psychiatrique préalable à une décision d'internement soit précédée obligatoirement d'un bilan médical approfondi, réalisé et interprété par un expert. Il comprendra un bilan toxicologique complet réalisé au moment des faits, un bilan neurologique et un bilan biologique. Sans ces précieuses informations, l'expertise psychiatrique reste partielle et potentiellement erronée. Suite à la récente prise de parole de médecins qui interviennent en prison en Belgique, on sait aussi que, faute de soins, un détenu est décédé de son cancer, sans même avoir été diagnostiqué alors qu'il se plaignait de douleurs intenses. Ce manque d'information peut, ici, mener à une erreur de diagnostic, et donc un internement qui serait injustifié, et une absence de traitement somatique ciblé qui pourrait conduire à la mort. Dans notre cas, j'ai demandé à la justice de vérifier si la crise soudaine et relativement tardive de mon mari ne pouvait pas s'expliquer par une cause biologique. On sait que 50% des troubles psychiatriques apparaissent entre 15 et 25 ans, lui en avait la quarantaine. Je n'ai pas été entendue. Pendant longtemps, j'ai redouté qu'il souffre d'une maladie organique non diagnostiquée qui aurait pu mettre sa vie en danger. Avec 29 mois de recul, cette hypothèse semble désormais écartée, mais ce doute aurait pu être levé bien plus tôt. L'expertise médico-légale est une pièce maîtresse de toute procédure d'internement, car les juges doivent trancher sur des questions d'ordre médical qui sortent souvent de leur champ de compétences pour décider du sort d'une personne potentiellement gravement malade. Il ne peut donc y avoir de justice humaine et équitable sans expertise rigoureuse, méthodique et transparente. Uniformiser les pratiques, c'est offrir à chaque personne concernée un minimum de garantie dans une procédure aux conséquences majeures sur du très long terme. Concrètement, si une personne qui vit avec un trouble psychique commet un délit, la justice a deux options. Soit le suspect est reconnu responsable de son acte, il sera donc jugé en fonction, ou alors l'expert médico-légal identifie une maladie qui est la cause du délit et le suspect reconnu irresponsable de son acte. La décision d'internement, elle intervient, elle, dans un second temps, suivant l'état de la personne concernée au moment du jugement. Si le trouble n'est plus présent, elle sera acquittée. Si par contre le trouble est toujours présent au moment de la décision, la personne sera internée pour une durée indéterminée. C'est une mesure de sûreté. Pour encadrer cette étape décisive, un arrêté royal de 2018 a instauré un canevas obligatoire pour rédiger les expertises psychiatriques. Il impose notamment une description circonstanciée des faits, la participation possible de psychologues, une analyse structurée du risque de récidive. Selon une étude dont je vous mettrai la référence en descriptif, ce canevas a permis d'améliorer la qualité des expertises, en particulier en systématisant l'analyse du risque, autrefois souvent négligée. Mais en pratique, l'application stricte de cet arrêté reste variable selon les experts. Le professeur Oswald, qui a exercé en tant qu'expert médico-légal pendant plusieurs années, me partageait que nous sommes dans une phase de transition où les expertises varient encore fortement d'un expert à l'autre, passant d'approche individuelle à un cadre plus standardisé. Cette uniformisation, bien que progressive, s'oriente vers un paradigme d'évaluation du risque, notamment via des outils comme le HCR20, plutôt que celui de la responsabilité. Toutefois, l'application reste inégale, en partie à cause d'une formation continue non obligatoire et du nombre limité d'experts psychiatres maîtrisant ces outils. Selon le professeur Oswald, le défi majeur reste de renforcer l'harmonisation effective et d'augmenter le nombre d'experts formés pour garantir une justice plus équitable. Avec ce canevas, la Belgique a posé une première pierre essentielle. Mais pour que l'expertise médico-légale soit vraiment complète, selon moi, il faudrait que l'expert se prononce aussi sur les conséquences qu'un internement en prison, en l'absence de soins médicaux adaptés, pourrait avoir sur la personne concernée, sur son pronostic médical, son rétablissement, et à quoi on s'expose en termes de risque de rechute et donc de potentielle récidive si la maladie s'installe faute de soins médicaux urgents, qui reste malheureusement aujourd'hui le sort réservé aux internés. Car je rappelle deux éléments cruciaux. Le juge n'a pas de formation médicale et actuellement, les personnes internées peuvent ne recevoir aucun soin pendant plusieurs années, en attendant un transfèrement vers un lieu de placement. Pour éviter de mettre en péril un pronostic encourageant de rétablissement, les conséquences médicales d'un internement sans soins doivent, me semble-t-il, aussi être prises en considération. Couplé à ma proposition 9, qui consiste à dresser un état des lieux clair et actualisé des places disponibles dans chaque lieu de placement,
pour les personnes internées, cette information permettrait au juge de prendre une décision éclairée à la hauteur des enjeux humains et sanitaires. Ensuite, au-delà du contenu même de l'expertise, se pose la question des conditions dans lesquelles elle est réalisée, qui a priori, jusqu'ici, ne sont pas précisées. Ces conditions varient fortement d'un expert à l'autre, en termes de durée, de nombre d'entretiens, du lieu des entretiens, des outils standardisés et validés utilisés, du nombre d'intervenants impliqués, ou encore de la prise en compte du témoignage des proches. Cette variabilité s'explique en partie par les contraintes de temps et d'organisation propres à chaque expert, mais aussi par le mode d'indemnisation actuel, un tarif forfaitaire inami, suivant le type d'examen, qui peut être soit étendu ou soit limité. Enfin, un dernier point, bien que les arrêtés royaux et les recommandations professionnelles encouragent une formation continue des experts, la loi belge sur l'internement ne rend pas cette formation obligatoire. Un manque à combler si l'on veut que la qualité des expertises progresse de manière uniforme sur l'ensemble du territoire. Ma 7e proposition vise donc à garantir une expertise rigoureuse, ce qui suppose aussi d'uniformiser les critères suivants. Donc le temps accordé à la rencontre et le nombre minimum de rencontres. Le recours à des outils validés comme le HCR20, l'interdisciplinarité réelle avec psychologue ou méta spécialisé, l'obligation de questionner selon un cadre précis un proche qui aurait partagé le quotidien avant la crise pour compléter l'évaluation, mais aussi imposer une formation continue et une supervision des pratiques, une demi-journée par an par exemple, pour que cette harmonisation et les bonnes pratiques perdurent dans le temps. Dans notre cas, mon mari a fait l'objet de 3 expertises réalisées et restituées sur des formats très variés, ce qui ne permet pas de mesurer une quelconque évolution. Il a été expertisé en solo et en duo par des psychiatres et un psychologue, pour des durées allant de 30 minutes à 1h30, avec même parfois des interactions directes et unilatérales avec un membre de la famille, dans le déni total de la maladie. Le seul point commun à ces 3 expertises, c'est qu'elles ont été réalisées et rédigées par des experts néerlandophones. Une évaluation de la dangerosité croisée avec une analyse du risque lié à l'absence de traitement, situation qui dure pour nous depuis maintenant 29 mois, aurait sans doute permis de relativiser le choix de l'internement au profit d'une mise en observation comme nous le demandions à l'époque. Aujourd'hui, alors que la maladie se cristallise en l'absence totale de soins, dans un environnement qui ne fait qu'aggraver son état, et que mon mari est convaincu d'être victime d'un complot, je crains que notre situation, comme notre sécurité d'ailleurs, ne soit bien plus compromise qu'elle ne l'était au moment où nous avons demandé de l'aide en 2022. Quand on traverse une crise psychique qui perturbe notre relation au monde et aux autres, et qu'on entre brutalement dans le système judiciaire, on est livré à soi-même, seul, face à des procédures opaques, des institutions et des interlocuteurs qui communiquent peu, seul, face à un avenir incertain, potentiellement déjà derrière les barreaux d'une prison. Et pourtant, c'est à ce moment précis que tout joue, en termes de trajectoire de soins, et donc de rétablissement et d'avenir. Dans un contexte d'absence de conscience de la maladie et donc de refus de soins, l'accompagnement médical est souvent rejeté en bloc. C'est là qu'un accompagnement simplement humain, stable, présent sur la durée, peut tout changer. C'est là que j'ai rencontré Christophe Rémion, éducateur spécialisé, un métier aux multiples facettes dont je n'imaginais pas la richesse ni la puissance transformatrice. Christophe nous partage sa vision lucide de la prison, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, et imagine une piste d'évolution à la hauteur des enjeux. Lorsque je parle du milieu carcéral, je parle souvent de 3 grands chapitres. L'avant-prison, dénommé le contexte, ce qui a amené la personne à commettre un acte, ou en tout cas à devoir purger une peine de prison. La prison, dénommée pour moi le temps de l'abandon, de l'oubli ou de l'inaction. Et enfin, l'après-prison, dénommé le défi ou le parcours du combattant, ou encore le mythe de la réinsertion. Pour moi, la peine est aujourd'hui érigée en totem, comme un instrument magique pour effacer tout ce qui s'est passé. Et mon avis personnel d'éducateur est qu'il faut utiliser des clés de compréhension à partir du contexte, justement, pour mettre en place en parallèle de la peine, une peine éducative. Un programme de réinsertion personnalisé auquel devra adhérer le détenu dès le premier jour de son incarcération. Et à ce niveau-là, l'éducateur peut avoir un rôle central dans cet accompagnement pour préparer sa sortie, mais bien évidemment pour l'accompagner
dans les mois et les années qui vont suivre sa sortie de prison. Ma 8e proposition consiste donc à ce que chaque personne concernée par un trouble psychique et une procédure pénale soit accompagnée au plus tôt dans ces différentes démarches par un éducateur spécialisé référent. Un fil rouge du premier jour d'enquête ou de détention jusqu'à la réinsertion et même au-delà. Un lien de confiance entre la personne, sa famille et les institutions. Avec Christophe, nous préparons un épisode d'Éclat d'esprit consacré à ce métier peu connu mais essentiel. Un métier fait d'interventions ordinaires et extraordinaires, d'engagement, de présence, de soutien inconditionnel, de vraies belles perspectives. Rendez-vous le 8 août prochain Dans Éclat d'esprit pour échanger à ce sujet. Dans notre imaginaire collectif, l'internement signifie un accès aux soins psychiatriques, qu'il soit libre ou contraint. Il est donc légitime de penser que les magistrats ont tendance à prononcer l'internement comme une solution de prise en charge de la personne qui a besoin de soins. Mais cette vision ne tient pas compte de la réalité du terrain, puisqu'au final, depuis des années, ces personnes malades sont entassées dans nos prisons déjà surpeuplées, sans accès aux soins médicaux. Sur une capacité carcérale totale officielle de 11 040 places en Belgique, en juin 2025, on a comptabilisé 13 118 personnes en prison, soit une surpopulation moyenne de plus 19%, et des centaines de détenus qui dorment à même le sol. Des conditions de détention déplorables pour les détenus et des conditions de travail inacceptables pour le personnel. Aujourd'hui, les juges prennent des décisions cruciales à l'aveugle, sans outils fiables pour évaluer la faisabilité ou même l'efficacité d'une mesure d'internement. Dans bien des autres domaines de la vie collective, on n'accepterait jamais de faire entrer plus de monde que ce que l'on peut accueillir. Dans un service de réanimation, chaque admission est décidée en fonction des lits disponibles. Dans un refuge d'urgence, les capacités sont connues, les listes d'attente sont gérées, les refus encadrés. On ne promet pas un toit sans l'avoir. Et pourtant, en matière d'internement psychiatrique, la décision de priver une personne de liberté en attendant qu'elle trouve un certain équilibre est prise sans aucune garantie, ni qu'il y aura une place disponible, ni qu'il y aura un traitement adapté. Et donc, aucune garantie que ce soit une solution de protection de la société. Résultat, 1041 personnes internées restent aujourd'hui sans soins effectifs pendant plusieurs années dans des environnements carcéraux inadaptés, d'ailleurs condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme. D'autres sont livrées à elles-mêmes, en rue. Une preuve n'est-il pas de la dangerosité toute relative d'une personne qu'on décide d'interner. Je vous invite à lire et à écouter l'enquête de la rédaction de la RTBF du 16 mai dernier qui relatait la terrible situation de la famille de Daniel dont le fils de 28 ans, malgré une décision d'internement, se retrouvait sans domicile à la rue. Un épisode d'Éclat d'esprit est disponible et dédié à un échange entre Daniel et moi, deux familles très impactées par ce système qui dysfonctionne. Aujourd'hui, les juges d'instruction qui peuvent ordonner une détention préventive si la personne est en crise ou les juges de fond chargés de statuer sur une décision d'internement prennent des décisions cruciales sans nécessairement disposer d'informations précises et transparentes concernant la saturation du terrain. Seules, les chambres de protection sociale reçoivent a priori un rapport trimestriel qui a le mérite d'exister mais qui ne semble pas toujours fiable, notamment puisqu'en dehors des deux seuls centres de psychiatrie légale de Gand et d'Anvers, conçus pour accueillir des personnes internées par le biais du système de placement, aucune clinique psychiatrique n'est obligée d'accueillir des personnes internées. La liste d'attente pour chacun de ces centres dépasse les 200 personnes aujourd'hui. Ce 9e point propose donc de créer un système centralisé, numérisé et sécurisé, mis à jour en temps réel, à disposition des magistrats à tous les stades de la procédure. Cette plateforme permettrait de connaître à chaque instant le nombre de places disponibles dans chaque structure habilitée à accueillir des personnes internées et surtout les délais d'attente par établissement pour orienter de manière responsable les personnes internées vers leur lieu de placement. Afin d'avoir une vue globale, cette plateforme devra aussi recenser tous les lieux non conformes condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme où on continue aujourd'hui à placer pendant plusieurs années des personnes internées. Cette base de données pourrait s'appuyer sur un système automatisé et suivi des entrées et sorties alimenté directement par les établissements. L'intelligence artificielle pourrait structurer les flux sans alourdir la charge administrative des établissements. Finalité, des décisions mieux informées et donc plus justes. Sans information précise, on interne par défaut ou par précaution.
Dans notre cas, je reste convaincue que si les juges qui ont décidé de la détention préventive et de l'internement de mon mari avaient su qu'il passerait plusieurs années sans soins, perdu dans une langue qu'il ne comprend pas, ils auraient opté pour une mise en observation civile avec des soins immédiats. Clarifier l'état du système, c'est aussi mieux protéger la société, car plus l'intervention médicale tarde, plus le chemin vers le rétablissement est incertain, et une personne privée de soins pendant trop longtemps devient une menace durable pour elle-même et pour les autres. Nous voici arrivés au terme de cette première partie avec 9 propositions concrètes pour limiter autant que possible le recours à cette décision d'internement dont les limites sont évidentes. Au fil de mes échanges, j'ai été frappée de constater que le système prévoit déjà plusieurs garde-fous et pourtant, la réalité de l'internement reste souvent inhumaine et dégradante sur de très longues années, même quand les textes prévoient autre chose. J'ai ressenti à la fois du soulagement, parce que les bases existent, et une immense frustration, car la mise en œuvre échoue selon moi sur toute la ligne. Je profite de cet intermède pour partager ma conviction profonde. L'internement, dans sa forme actuelle, incarne l'échec de notre société à répondre collectivement à la souffrance psychique. Aujourd'hui, on fait reposer la responsabilité de notre santé mentale et a fortiori du trouble psychique sur les épaules seules d'un individu, comme si son état était isolé de tout contexte social, affectif, économique, familial. Or, la santé mentale est une réalité éminemment collective, comme le rappelle la définition de l'Organisation mondiale de la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie. Ce n'est donc pas seulement la personne qui dysfonctionne, mais souvent un tissu relationnel, un environnement, un système qui n'a pas su prévenir, entendre, protéger et orienter à temps. L'internement m'apparaît comme une suite d'échecs accumulés jusqu'à la saturation, celle de la personne et celle d'une société incapable de lui répondre autrement. Je suis convaincue que l'internement n'est une solution pour personne. Dans la seconde partie, je propose 11 mesures complémentaires destinées à améliorer autant que possible le système de prise en charge à partir du moment où l'internement est prononcé. Car aujourd'hui, mon mari est interné. Et tant que sa situation ne s'améliore pas, la nôtre non plus. Si l'internement reste parfois nécessaire, il ne doit jamais être une décision par défaut, ni une impasse. Et il doit obligatoirement répondre à ces deux objectifs, protéger la société et offrir le soutien médical adapté à la personne qui en a besoin. Je rappelle qu'exceptionnellement, cet épisode est disponible aussi en néerlandais. On se retrouve très vite dans la seconde partie. Vous venez d'écouter Éclat d'esprit, le podcast qui met en lumière avec authenticité et ouverture d'esprit les mystères de notre santé mentale. Ici, nous explorons les failles de notre esprit pour mieux comprendre ses forces. Nous brisons les tabous, on déconstruit nos idées reçues et nos préjugés, on parle espoir et rétablissement. Entre éclat de voix et éclat de rire, nous partageons nos expériences. Nous ouvrons un dialogue inédit avec des personnes concernées par un trouble, des experts à la pointe des évolutions actuelles et les acteurs pluridisciplinaires de terrain. Notre objectif ? Faire éclater nos vérités, contribuer à mieux comprendre les réalités complexes des maladies et de leur prise en charge pour ouvrir la voie vers d'autres possibles. En fil rouge, mon parcours personnel face à la maladie de mon mari, qui m'a confirmé que, tout comme les éclats de lumière se révèlent dans l'ombre, les moments les plus sombres de nos vies peuvent aussi faire naître des éclats de vie. De l'éclat d'esprit à l'éclat de génie, il n'y a qu'un pas. Franchissons-le pour construire ensemble un monde où la santé mentale est accessible à tous.